Bonjour, Bonjour. bienvenue à tout le monde sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social, le dernier direct avant la trêve estivale. Et vous êtes nombreux pour ce dernier direct porté par le groupe JLO sur un sujet qui peut paraître technique, mais vous avez été nombreux donc à vous inscrire. Hein, donc, preuve On ne nous entend pas. que ça rejoint votre intérêt. Et votre intérêt. Et donc, vous êtes près de 400 à être inscrits. Hein, donc, ça promet de riches interactions, comme je l'annonçais, quoi. Donc, n'hésitez pas à partager, etc. On a la chance d'avoir deux CSE qui vont nous partager, deux entreprises, trois représentants de deux entreprises qui vont nous partager leur approche de l'intégration des élus comme unité de travail dans le DURP. C'est le sujet de cet après-midi, excusez-moi, parce que c'est un nouvel horaire pour qu'on étraîne avec JLO, 14h, 15h30, parce que normalement, pour les habitués des directs de Miroir Social, c'est 9h, 10h30. Moi, je suis encore le matin, là, je suis bloqué sur le matin et je n'ai pas encore capté qu'on était l'après-midi. Donc, je vais atterrir gentiment. Voilà. Et donc un sujet qui vise à voir comment on mesure l'exposition au RPS des représentants du personnel. C'est un sujet qui a germé au moment où Miroir Social a fait un direct il y a un mois et demi avec un cabinet confrère de JLO qui visait à mettre en sujet l'exposition des élus au RPS et les modalités d'accompagnement. On n'était pas dans le DURP. Et c'est Pascal Cazin, un des intervenants, qui est un intervenant CFDT du Crédit Mutuel, qui m'a fait tilter sur l'intérêt sur le sujet en expliquant qu'une de la CFDT au Crédit Mutuel allaient mettre sur la table leur volonté de voir intégrer des représentants des salariés comme unité de travail dans le DURP. Voilà, ça c'est pour l'instant, ils l'ont pas encore fait. C'est une volonté de mettre ça sur la table, mais en tout cas, il m'a mis le pied à l'étrier. Et par contact, je vous raconte un peu la vie, mais c'est un peu la boîte noire d'un direct quelque part. C'est un formateur d'un cabinet de conseil auprès des CSE qui m'a informé que chez Ouest France, alors je tairai le nom de ce formateur bien renseigné, etc., mais qui m'a informé que chez Ouest France, les élus, le CSE, avaient réussi à intégrer les élus comme unité de travail dans le DURP. Donc, à force de. Voilà. Et donc, ça a été l'occasion de faire le pont avec Ouest France. Et ensuite, un autre formateur qui m'a orienté sur Charles Shiver, qui représente France Terre d'Asile, où là, vous n'avez pas encore mis en place, mais vous êtes vraiment complètement dans la logique d'intégrer le DURP. Vous organisez pour faire. C'est dans votre feuille de route, on va dire, pour employer les grands mots. C'est clairement acté. Stéphane Rose, toi, tu es associé chez JLO, tu es en charge du pôle conseil de JLO. Donc, merci à toi de porter la rencontre et d'apporter ton expertise et ton recul sur l'approche. Moi, je suis Rodolphe Ellerlé, le responsable éditorial de Miroir Social. Je vais avoir le plaisir d'animer pas cette matinée, ce début d'après-midi. Et donc, je ne vais pas être plus long parce que le sujet est riche, etc. Donc, vous allez avoir la chance vraiment d'avoir des partages d'expérience sur quelque chose qui est très concret. On va bien voir en quoi c'est le fait d'intégrer les élus comme unité de travail dans le DURP, ça permet pour employer l'expression consacrée, de cranter, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, d'objectiver et de poser les choses et en faire un socle qui permet de faire pas mal de choses. Voilà. Je vais, vite fait aussi, je vous propose un sondage, plusieurs sondages, histoire que, comme on est assez nombreux, ça peut être intéressant de voir un peu, un peu vos réponses. Donc, le DURP est-il une réalité chez vous? N'hésitez pas à y aller sur vos réponses. Votre DURP existe, intègre-t-il le représentant des salariés comme population spécifique à suivre? N'hésitez pas. Ensuite, et c'est des questions qui vont arriver au fil de notre échange, reconnaître les représentants des salariés comme unité de travail ouvre-t-elle la porte et un droit d'ingérence des directions dans la vie syndicale? Oui, non.
Et ensuite, dernière question, enfin dernière interrogation, reconnaître les représentants des salariés comme unité de travail est-il un levier pour négocier des moyens du dialogue social? Voilà. Donc, si vous pouvez répondre, profitez-en et ça permet de, j'irai faire un tour dans 5 minutes pour voir un peu à quoi ça ressemble, etc. Et pour un peu orienter et donner un peu la température. De toute façon, vous pouvez le faire aussi comme des grands en allant voir la partie sondage. Stéphane, je te passe la parole. Et pour introduire, oui, dernière propos liminaire, la séquence va se dérouler en trois, la rencontre va se dérouler en trois séquences. La première, on va faire votre regard, elle sera la plus courte, votre regard sur le DURP de façon générale, en tant qu'élu et en tant que toi, Stéphane, en tant qu'acteur, cabinet conseil, la pratique générale du DURP. Ensuite, on enchaînera sur qu'est-ce qui vous amène à l'intégrer les représentants des salariés comme unité de travail dans le DURP, avec quel levier, etc. Et ensuite, on passera sur plutôt une ouverture sur le fait d'avoir intégré les élus comme unité de travail, en quoi ça peut ouvrir un peu les chakras pour négocier, pour faire d'autres choses, en quoi c'est un socle. Ce n'est pas du tout une fin, loin de là, comme l'aile du DURP d'ailleurs, et c'est qu'un début. À toi, Stéphane, sur un peu comment toi tu vois de ta fenêtre le regard des directions sur un exercice qui est souvent considéré comme imposé, et comment elles le mènent, les directions, le DURP de façon générale. Voilà, à toi. Merci Rodolphe, bonjour à toutes et tous. Alors, une question un petit peu, qui est importante de prendre d'entrée. Effectivement, alors les directions, je ne vais pas sortir de scoop, hein, c'est vécu avant tout comme une contrainte réglementaire, une obligation. Donc, la plupart des entreprises voient ça comme un exercice imposé et donc se soumettent à cette obligation de façon plus ou moins efficace ou plus ou moins complète. J'ai repris des chiffres pour pas dire trop de bêtises, mais depuis 2013, parce que le dernier chiffre que j'ai moi date de 2019, on a environ un peu moins de la moitié des structures en France qui ont élaboré, vous voyez, un DURP dans l'année de référence. Hein, donc, ce qui est assez peu, on peut se dire, puisque l'obligation, elle concerne toutes les entreprises. Et ça varie beaucoup en fonction de la taille. Il est évident que les grandes entreprises, elles ne passent pas au travers. On est sur des chiffres qui dépassent les 90% de DU mis à jour dans l'année. Et ça descend pour les moins de 10 à 40%. Vous voyez, donc, sachant qu'en nombre d'entreprises, effectivement, les moins de 10 pèsent beaucoup dans les chiffres. Hein. Donc, voilà, on a, ça s'étalonne de 40 à 93%. Voilà. Alors, une donnée qui était intéressante et que j'ai vue aussi pour donner une tendance, c'est que la dernière année 2019, qui est juste postérieure, enfin quasiment concomitante avec la mise en place des CSE, alors, je ne sais pas s'il y a un hasard ou pas, la disparition du CSE, on voit qu'il y a une baisse alors que ça a augmenté régulièrement, parce qu'en 2013, 2016, 2016, ça a augmenté. Et 2019, on a une baisse. Donc, alors, dans les petites entreprises, ça ne se voit pas trop, c'est quasiment stable, c'est légèrement d'augmentation. Par contre, dans les entreprises les plus grandes, donc dans le panel, là, c'est plus de 500, c'est 93%, alors qu'on était à 96%. On a perdu 3 points, ce qui est pas négligeable, parce que c'est quand même ces entreprises-là, on se dit, bon, une fois qu'on a mis en place, qu'on met à jour, c'est un rituel. Vous voyez que ce n'est pas gagné. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être quand même constamment remis sur le devant de la scène si on veut que ça fonctionne. Ce sont des chiffres d'ARES. Hein, je pourrais communiquer les références s'il y a besoin pour que vous ayez accès à ces chiffres. Donc, on a grosso modo jamais d'opposition de principe sur l'exercice. Hein, une position qui est plutôt de dire on fait. Dans certains cas, on en fait un vrai outil de dialogue social, c'est-à-dire que c'est un moment de débat sur les conditions de travail et sur comment on peut les améliorer. Donc ça, c'est plutôt la philosophie du document, hein, qui est d'identifier, d'évaluer les risques pour derrière agir, parce que le DU en soi n'a aucun intérêt de faire un DU. L'intéressant, c'est d'en faire quelque chose, parce que si c'est faire l'exercice et que derrière on le range dans un dossier qu'on sort une fois par an, ça a peu d'intérêt. Donc là, on trouve un nombre d'entreprises qui en font quelque chose qui se réduit quand même fortement. Donc le secteur industriel, on va dire les secteurs qui ont l'habitude de traiter les questions de sécurité, l'utilisent quand même plutôt davantage.
le tertiaire ou d'autres secteurs d'activité, c'est encore une obligation. Et on voit bien que j'attends quand même avec intérêt impatience, peut-être pas un grand mot, mais intérêt des chiffres plus récents, puisque avec l'obligation de consulter maintenant sur le DU depuis la loi d'août 2021, évidemment, on doit voir si c'est revenu de façon, puisque on crée une obligation là, spécifique là-dessus, est-ce qu'on revient dessus, est-ce que les chiffres remontent? Donc, c'est toujours intéressant de regarder ça et de regarder ça attentivement. Voilà. Stéphane? Oui. Ouais. Quelle est la part des directions qui impliquent les élus et les salariés dans la constitution du ERP, ou à l'inverse, qui se contentent simplement de sous-traiter? A priori, ça existe aussi, on peut sous-traiter la production de son DU standardisé. La première, la sous-traitance est plus importante que celles qui font participer. Quand on a, alors, je parlais de la consultation qui est obligatoire, donc on associe les élus. De là, avoir une démarche co-construite, ça existe, hein. C'est quand même minoritaire d'entreprises qui font des groupes de travail avec les personnes concernées sur les métiers concernés par unité de travail. Ça, c'est quand même pas une majorité d'entreprises qui procèdent de cette façon-là. Donc, ça, c'est quand même minoritaire. C'est très lié au secteur d'activité, à la pratique de sécurité dans les secteurs d'activité, dans les entreprises. Donc, on a quand même un lien avec est-ce que c'est un sujet, la sécurité? Est-ce que c'est un sujet qui est important? Auquel cas, on va s'appuyer sur l'outil. Si ce n'en est pas un, ça restera un outil formel, comme je l'ai dit. Je pense que je fais le lien aussi, j'en parlais avec l'arrivée du CSE. On a quand même perdu, puisque pour avoir une approche participative, il faut aussi qu'on ait des élus qui en comprennent l'intérêt. Et je pense que la mise en place du CSE a quand même fait perdre beaucoup de compétences. Globalement, je ne parle pas de nos invités qui sont là, qui sont sûrement très compétents, mais collectivement, on a quand même eu des CHST qui ont disparu, des élus qui étaient formés depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Et on a un fort taux de renouvellement des élus, avec des élus nouveaux qui ne maîtrisent pas forcément ces questions-là. Et ça demande quand même de la maturité, en tout cas un certain nombre d'années de travail pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je pense que là, on a quand même perdu collectivement des compétences et donc de l'intérêt à aller justement dans le travail, analyser le travail, regarder la façon dont le travail se fait pour l'évaluer correctement. Et pas faire ce que font malheureusement une bonne partie d'entreprises, c'est-à-dire passer par un sous-traitant qui a un outil, au mieux c'est un bon Excel, ou au pire on va vendre un outil à 30 000 €, qui va consolider des tas de choses, qui paraît très sympa, mais dont on ne fait rien, puisqu'il est tellement complexe qu'il n'y a que le sous-traitant et peut-être le préventeur d'entreprise qui comprend comment il fonctionne. Donc ça, c'est aussi la limite de l'exercice, c'est-à-dire que trouver le bon équilibre entre bien faire l'exercice, mais sans en faire un outil compliqué, puisque par définition, le DU, il est consultable par tout le monde et il devrait être accessible à tout le monde. Voilà. Donc là, de ce côté-là, on a encore de belles marges de progrès. Hein. Voilà, pour répondre à ta question. Parfait. Tu avais d'autres points avant que je te coupe? Non, quand tu avais un truc en tête? Non, mais après, c'était plutôt sur la partie… non, bah, c'est bon, sur là-dessus, j'avais, en tout cas, ce que j'avais préparé, c'est… Et fort de ta pratique, parce qu'on a la chance d'avoir deux CSE qui sont dans une logique et qui vont intégrer la communauté des élus dans le DERP, où il y a des approches participatives dans les deux entreprises en question. Donc, on a cette chance-là. Dernière question, et rapidement, avant de lancer nos intervenants, Stéphane, vu de ta fenêtre, encore une fois, est-ce que tu as déjà vu des DU qui intègrent les élus comme unité de travail? C'est très… quasiment pas. Franchement, on le voit, enfin, ça peut exister de façon ponctuelle quand on est dans une situation extrême où les élus sont fortement sollicités, mais de façon un peu automatique, identifiée comme unité de travail en soi, moi, je ne l'ai quasiment pas vu. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même très exceptionnel. Ok, eh ben, on a de la chance de pouvoir les entendre. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir deux parmi nous, donc bravo. Voilà, bon, on en a 3 pour le prix de 2. Merci à toi, Stéphane. Alors, parole à Ouest France. Alors, vous êtes deux. Alors, je vous ai présenté. Donc, Christophe Bléteau, toi, tu es secrétaire de la C2SCT du groupe Ouest France. Et Christelle Gâteau, toi, tu es
j'ai écorché ton nom, excuse-moi. Garot, mais c'est pas grave. Excuse-moi, Garot. Ah oui, excuse-moi. Christelle Garot, toi, tu es secrétaire adjointe du CSE et vous allez nous expliquer comment vous travaillez en binôme. Toi, tu représentes le Collège des journalistes. Christelle, toi, tu représentes plus la production. Une entreprise de presse, c'est pas que des journalistes, hein, c'est la moitié de journalistes, mais le reste, c'est des fonctions support, c'est de la maintenance, c'est de la production, etc., etc. Donc, vous représentez les deux, on va dire les deux grands corps d'activité, et vous êtes de deux syndicats différents. Donc, c'est toujours intéressant de le noter. Hein. Christophe, toi, tu es FO et non, excuse. Alors, je suis CFE-CGC et je suis représentant cadre et je travaille à la logistique. Ouais, tout faux. J'ai confondu avec Charles. Voilà. Excuse-moi. De toute façon, les étiquettes. L'après-midi, hein, donc Rodolphe, il est perdu. Hein, donc, voilà. Mais peu importe. De toute façon, le sujet, c'est pas les étiquettes. Mais en tout cas, Christelle, toi, tu représentes le syndicat national des journalistes, hein, le SNJ. Alors, j'ai une étiquette SNJ, mais en tant que je me considère représenter les salariés. Ouais, on est d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Mais c'est ça et c'est comme ça qu'on pose le sujet. Très bien. Alors, Christophe et Christelle, donc, vous, le DURP s'est mis en place tardivement chez Ouest France en 2022. Juste avant, a priori, il n'y avait pas, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais en tout cas, c'est en 2022 l'acte fondateur du DURP. Et donc tardivement, mais la direction a mis les moyens d'une approche participative. Et Christophe, rapidement, si tu peux nous présenter un peu les modalités de cette approche participative et comment les salariés sont impliqués et comment vous, en tant qu'élus, tous les deux, vous avez été impliqués dans la démarche. Alors, donc, comme tu l'as précisé, je travaille à Ouest France. Donc, à Ouest France, on est une entreprise de 1500 salariés. On est dans la presse. Hein. On est le plus grand journal de France en termes de production. On a environ 180 métiers différents. 2022, c'est un peu notre date charnière. C'est notre arrivée à tous les deux à la C2SCT. Le DURP existe à Ouest France, mais quasiment inexistant. C'est juste un DURP sur l'évaluation des risques physiques. Il n'y a rien du tout sur toutes les notions de RPS. Il y a un élément déclencheur, c'est fin 2022, l'entreprise Ouest France embauche un préventeur pour la première fois au mois de novembre 2022. Ce préventeur, ça permet de s'atteler à la rédaction d'un véritable DURP et donne l'occasion un petit peu à l'entreprise de se mettre en conformité par rapport à la loi. Donc, au printemps 2022, notre nouveau préventeur, arrivant après 3 ou 4 mois de présence, ne connaissait pas l'ensemble des métiers de Ouest France, qui est une machine assez complexe. Donc, il s'est tourné naturellement vers nous, la C2SCT. On travaille, on est 9 élus à la C2SCT Ouest France. On travaille en binôme avec Christelle. Et donc, il s'est tourné naturellement vers nous et on a profité de l'occasion, parce que les relations se passent bien, on peut dire qu'elles se passent bien quand même, pour poser nos conditions et de participer activement à l'élaboration du DURP. Après des premières réunions de cadrage pour savoir comment on allait procéder au printemps 2023, on établit ensemble à peu près 15 unités de travail à l'intérieur des différents métiers de Ouest France. Au fur et à mesure alors chaque unité de travail, on passe à peu près une demi-journée, on appelle ça des ateliers aussi. Donc dans les ateliers sont réunis bien entendu le préventeur, le manager de l'unité, le RH du secteur, parce que nous on a 3 grands secteurs à Ouest France. On a le secteur de la production, le secteur des journalistes et le secteur, ce qu'on appelle autres secteurs, tous les autres, les secteurs administratifs, informatiques et tout ça. Donc, le RH du secteur, le médecin du travail qui est interne au groupe Ouest France et 3-4 salariés du secteur qui sont choisis par le préventeur, hein, qui fait partie de la DRH, et bien entendu, les 2 élus. Donc, bien souvent, c'était Christelle et moi qui étions à chaque réunion qui durait une demi-journée. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans nos travaux, hein, qui ont duré à peu près, on va dire, 2-3 mois, on a créé des nouvelles unités de travail parce qu'on s'apercevait que, il y avait des différences entre, on est parti de 15 et on a fini à 20.
Et arrivé à la fin des ateliers, pour nous, il a été quasiment naturel de dire, mais attendez, OK, on a regardé les journalistes, on a regardé les rotativistes, on a regardé les informaticiens, mais il y a une unité de travail qui n'a pas été prise en compte, c'est les représentants du personnel. Je vous ai dit, on est 1600 salariés, 180 métiers différents, et on est quand même une soixantaine d'élus à différents niveaux, hein, certains juste suppléants, d'autres au CSE, d'autres dans différentes commissions, d'autres un peu partout. Et on a demandé que ces élus, ces représentants du personnel fassent une unité de travail. Pourquoi ? On est des élus, on a la possibilité d'aller dans toutes les parties de l'entreprise, donc les risques physiques sont plus que des doublés chez nous parce qu'on est peut-être moins attentif quand on va dans les ateliers, quand on est sur la route et tout ça, donc vis-à-vis des risques physiques et aussi vis-à-vis des risques RPS. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont élus, qui sont aujourd'hui dans ce forum. Donc, voilà, il y a… et en plus, on a notre métier, parce qu'on continue d'avoir une activité, on ne travaille pas à 100% représentant du personnel. Donc, nos risques, à la fois physiques et RPS, pour nous, étaient doublés. Après une négociation avec le préventeur, notre DRH a accepté, la direction bien entendu, a accepté notre proposition d'évaluation des risques de l'ensemble des élus. Donc on a créé un 21e atelier, une 21e unité de travail qui a détaillé l'ensemble des risques à la fois physiques, mais qui sont conformes un peu à tous les salariés, parce que comme on va dans tous les services, et des risques spéciaux pour les RPS. Voilà. Merci Christophe. Alors, vous allez avoir l'occasion de développer concrètement à quoi ça ressemble, parce que vous avez la première grille que vous avez formalisée pour les élus. Je passe la parole à toi, Christelle, sur… tu as commencé à le dire, l'importance sur la genèse. On ne parle pas, avant de parler de l'intégration des élus en tant qu'unité de travail, ne serait-ce que vous deux, l'importance d'avoir le double regard que vous avez dans les groupes de travail auxquels vous avez participé, toi, ton regard en tant que journaliste et le regard de Christophe, en quoi la dynamique collective que vous avez initiée, elle est déjà protectrice et enrichissante, et sachant que Christophe m'expliquait que la personne qui était précédemment, qui s'occupait de la commission, la C2SCT de Ouest France, s'est un peu brûlé les ailes parce qu'elle était un peu toute seule. Elle pédalait toute seule avec son mandat, et que l'importance, et ça c'est un principe protecteur, je le répète, mais d'avoir votre approche qui est en binôme, quand même vous êtes deux syndicats, deux étiquettes différentes, mais la priorité étant ce qu'elle est, et l'intérêt que vous y avez. À toi, Christelle. Alors, ouais, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, dès le début, nous, on a fonctionné sans nos étiquettes syndicales. Ce qui était intéressant dans notre binôme, en fait, c'était que, en fait, chez nous, on a des syndicats qui sont catégoriels et on a des syndicats qui sont intercatégoriels. Ça veut dire que certains syndicats sont plus représentés dans certains secteurs de l'entreprise et d'autres dans d'autres secteurs de l'entreprise. Du coup, ça n'aurait pas été du tout productif si on s'était cantonné à faire utiliser uniquement la voie syndicale pour construire ce duer, pour faire remonter des infos. Donc, nous, on s'est dit, non, nous, on est des élus, représentants du personnel, et on laisse de côté nos casquettes syndicales, pour le coup. Donc, c'est vraiment ça, et notre complémentarité, en fait, c'était que, étant représentant du personnel, avec cette approche-là, on couvrait vraiment tous les secteurs de l'entreprise et toutes les catégories de personnel. Parce que moi, même si je suis SNJ, en fait, du coup, moi, dans la rédaction, je m'intéresse aussi aux employés, par exemple, à la catégorie des employés. C'est important, à la catégorie des cadres, c'est important. Donc voilà, ça nous a permis de couvrir toutes les populations de l'entreprise et de ne laisser personne et aucun service de côté. En fait, c'était vraiment ça notre credo. Et du coup, à la C2SCT, on a 4 syndicats différents et on ne parle pas de nos casquettes syndicales, en fait. On se considère vraiment tous comme des élus représentants du personnel.
Et quelle est l'importance pour toi de voir, là, toi, tu es également membre de la C2SCT, mais donc, comme je l'ai dit, tu es secrétaire adjointe du CSE, l'articulation entre le CSE et la C2SCT, qui est incarnée aussi par votre binôme, quoi. C'est important, cette articulation? Alors, oui, c'est important parce que du coup, nous, la C2SCT, en fait, on la considère comme une chambre d'instruction du CSE. C'est-à-dire que nous, on a vraiment fait la part des choses entre ce qui relève des conditions de travail, la santé et la sécurité. C'est vraiment dévolu à la C2SCT. On est mandaté par le CSE pour traiter de ces questions-là, instruire toutes ces questions-là, en fait. Ça nous permet quelque part de contrecarrer un petit peu la loi Macron là, de 2019, qui, quelque part, elle a un peu mis tous les élus dans le même sac et elle a dilué les compétences. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. On a perdu un peu de compétences par rapport à ça. Donc, nous, on s'est dit, non, il ne faut pas qu'on perde les compétences en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc, du coup, on a choisi en fait de vraiment garder cette spécificité de la C2SCT pour ne pas perdre aussi les compétences des uns et des autres et ne pas se disperser trop sur les dossiers. Ton micro, Rodolphe. Ah, on ne t'entend plus. Excusez-moi. Merci à toi, merci à vous. Et on va passer la parole à Charles. Alors, Charles Shiver, toi, tu es secrétaire du CSE de France Terre d'Asile, l'association. Et pareil qu'avec Christelle et Christophe, l'idée, c'est de ne pas encore rentrer dans comment tu vois l'intégration des élus comme unité de travail, mais en tout cas, comment toi, tu peux nous raconter rapidement ta découverte du DURP, avec l'originalité que, et après je te laisse partir, c'est que tu as découvert le DURP sans être élu, en tant que salarié. À toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à France Terre d'Asile, qui est une association de la même taille que Ouest France. Nous avons 1500 salariés actuellement. En progression, hein, en 2020, on était à peu près 1100. Et il se trouve que nous avons 90 établissements, 120 dispositifs répartis à travers la France. Et l'établissement dans lequel j'ai commencé en 2020 est un établissement qui avait vraiment une approche co-constructive du DUERP. Donc, ce qui fait que la première année de DUERP que j'ai faite, j'avais toutes sortes de risques qui apparaissaient en risque 4, en risque rouge, qui étaient compliqués. Et l'année suivante, c'est là où un petit peu la révélation de me rendre compte que la plupart des risques que j'avais en 4 en première année ne l'étaient plus, n'existaient pratiquement plus la seconde année, et de voir qu'au sein de l'équipe, parce qu'au sein de l'établissement, nous étions tellement nombreux à travailler que nous constituions des groupes de 4 personnes, 2 anciens, 2 nouveaux, généralement, en discussion préparatoire au DUERP. Et donc, lors des échanges, de voir que les nouveaux avaient les mêmes risques que j'avais l'année précédente, qui n'existaient plus après un an de pratique, en fait, permettait de voir les progrès que moi j'avais fait dans l'année et de rassurer également, de faire une transmission de… Excusez-moi, j'ai une fenêtre qui est ouverte, il y a du bruit. Oui, donc je disais de transmettre un petit peu et de rassurer les nouveaux en disant bon, t'en fais pas, c'est une question de temps, ça va venir, mais oui, effectivement, ce risque existe. Et moi, mon approche également, j'avais trouvé très intéressant le fait d'avoir un temps de réflexion sur notre travail, sur les axes du DUERP. C'est important en termes intellectuels, c'était très riche. Donc, ce qui fait que très rapidement, j'en ai vu tout l'intérêt et également la difficulté, puisqu'il s'agit d'un exercice où, comme le mentionnait Stéphane plus tôt, c'est une contrainte, mais s'ajoute à cela une litanie de problèmes qui sont mentionnés. C'est pointer du doigt tous les dysfonctionnements. Et je crois que l'une des difficultés vis-à-vis des cadres, justement, c'est de pouvoir supporter ça, ne pas le prendre personnellement. Donc, cette expérience, fort de cette expérience, quand j'ai été élu représentant du personnel, puis secrétaire du CSE de France Terre d'Asile, moi, il m'a paru assez rapidement évident
de faire une demande d'inscrire le DUERP, de créer un DUERP spécifique au CSE, puisque nous avons un DUERP par établissement. Donc, on a environ 120 DUERP par an. Au sein de chaque établissement, les catégories réapparaissent suivant le personnel. Je n'ai aucune difficulté, il n'y a pas eu de réelle négociation à avoir. J'ai simplement mentionné que nos risques étaient spécifiques, nos fonctionnements étaient spécifiques, et par conséquent, il paraissait logique, et en plus, c'était un outil d'appropriation de l'outil du R pour les élus. On me l'a accordé assez rapidement. En revanche, nous ne sommes pas parvenus à le mettre en œuvre immédiatement, dû à des contraintes de calendrier, puisque le CSE nouvellement élu en 2023 était constitué en gros de 86% de personnes qui n'avaient jamais eu de mandat auparavant. Donc, il fallait faire toute la formation, il fallait tout organiser. Nous avons subi également 2 déménagements de locaux. Donc, on a un petit peu tardé. Et on est aux prémices, en fait, là, cette année, de la mise en œuvre réelle du DUERP. Et notamment, les risques RPS apparaissent puisque au sein du bureau, moi, personnellement, aujourd'hui, je suis en temps thérapeutique partiel à 60%. Mon adjointe est en arrêt maladie. Mon trésorier est également en arrêt maladie pour risque RPS également. Donc, on est en plein dans le sujet et ça nous permet un petit peu d'adresser et de communiquer également avec l'employeur là-dessus. Ok, très bien. Et là, donc là, vous avez commencé la démarche là sur vous êtes 4 permanents, c'est ça, en termes Oui, de, on est en termes 4 de. permanents détachés à 100%. Sur un CSE qui est composé, bon, en gros, d'une 50aine de personnes entre les élus, les DSRS, et nous avons également des représentants de proximité. Nous en avons 17 parce qu'on était trop étalés et les retours de terrain prenaient trop de temps. Donc, ce qui fait que dès qu'il y avait une alerte qui était déclenchée, en fait, les choses étaient à peu près cristallisées, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, l'employeur a accepté de mettre en œuvre un système de représentants de proximité pour pouvoir avoir un relais plus local et qui puisse permettre d'adresser les problèmes avant qu'ils se cristallisent totalement. Ok. Une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, c'est sur de façon globale, là, tu dis il y a un DUERP par établissement, il y a 90 établissements. C'est quoi le taux de taux de complétude sur les 90 et comment il évolue? Alors, on a changé de direction en 2022 et avant, le RPS, le DUERP n'était absolument pas rempli. Il y avait 37% de DUERP complétés. Et en 2020, pardon, fin 2020, ils ont embauché un préventeur qui s'est attelé à la tâche et petit à petit a fait grimper les taux de complétude jusqu'à à peu près 96%. Et il y a 2 ans, on a changé d'interface puisqu'on était en mode papier, on est passé tout en ligne. Et là, le taux a rebaissé puisqu'il fallait se familiariser à la fois avec la méthode et puis derrière, l'éternelle difficulté de la co-construction du DUERP. C'est-à-dire qu'en fait, si l'on regarde bien, nous avons 120 dispositifs, 120 DUERP qui sont censés être complétés, mais en réalité, à chaque DUERP, à chaque établissement, son DUERP. C'est-à-dire qu'ils sont à l'image du directeur d'établissement, de l'encadrement local. Si l'encadrement local s'en approprie comme un outil réel et il trouve un intérêt, on y consacre, comme dans mon établissement, jusqu'à 4 ou 5 demi-journées par an en co-construction. Et sur d'autres sites, c'est un petit peu en catimini, ça va être 1-2 heures de réunion où les cadres ont rempli intégralement le DUERP dans leur coin, font une réunion descendante avec les salariés et espèrent que ça passe. Mais au final, quand on lit les DUERP, on voit bien le décalage qu'il y a entre les DUERP qui sont co-construits et ceux qui ne le sont pas. Et nous sommes en train de lutter justement avec le préventeur, avec la CSSCT, à faire en sorte que l'ensemble soit harmonisé. Toute la difficulté est l'harmonisation, puisque nos établissements sont éloignés les uns des autres.
Et donc, les rapports avec le siège, avec le préventeur, sont très différents, forcément. Nous sommes trop nombreux quelque part. Et ça crée une masse également de DUERP, c'est-à-dire que le préventeur a 120 DUERP à analyser différents. Donc, en faire la synthèse est assez compliqué. Ok, Charles, en quoi tu disais une grosse partie de l'équipe, il y a eu un renouvellement du CSE, il y a des nouveaux élus, des jeunes porteurs de mandat. En quoi, justement, quand vous aurez le fait d'incrémenter l'exposition au risque des représentants des salariés dans le DUERP est un gage peut-être aussi de sécurisation de l'engagement des salariés et de savoir un peu mieux où ils vont, dans quelles conditions. Est-ce que pour toi, c'est un élément positif pour le renouvellement ou au contraire, comme je l'ai vu dans le chat, faire peur? Parce que Oui. j'ai vu ça dans le chat également. Ben, disons que moi, ce que je constate, c'est que le mandat de représentant du personnel, qu'il soit syndical ou simple élu, il y a un gap, il y a un pas à faire dans la posture, dans les tâches. Et je crois que le DUERP permet de poser les choses. C'est-à-dire que l'un des avantages certains du DUERP, comme moi je l'avais vu dans mon établissement, c'est qu'à partir du moment où il est co-construit, que les choses sont posées, que les cadres n'ont pas peur de faire face aux dysfonctionnements, aux difficultés du terrain et posent les choses sur la table, automatiquement derrière peut se construire un réel débat. C'est-à-dire que on n'est plus dans des sujets qui sont tabous ou qui vont mettre mal à l'aise. Il y a moins d'enjeux émotionnels. Et moi, mon approche vis-à-vis du CSE pour le DUERP, pour ce qui concerne le DUERP, consiste justement à, permettre aux élus de prendre conscience des risques, des problèmes de droit à la déconnexion, qui sont très difficiles en tant que représentants du personnel, des rapports qu'ils ont avec leur équipe, puisque lorsqu'ils sont détachés, lorsqu'ils sont en mandat, ben, ils ne sont pas au travail. Donc l'image vis-à-vis aussi bien des collègues que du chef d'établissement va forcément bouger. Même au niveau personnel, il y a également dans l'image personnelle que l'on a de par les trajets qu'il y a à faire, ça a un impact sur la vie personnelle. Donc tout ça, ce sont des choses dont on doit prendre conscience. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut se positionner, on peut essayer d'agir, de réagir, de prévenir. Mais il faut poser les choses et au moins en avoir conscience. Donc moi, je le vois là comme un outil de formation et de consolidation de qualité de vie pour les élus. Parfait. Merci à toi, Charles. Christophe et Christelle, je vous redonne la parole pour je vais partager les écrans parce que avec l'autorisation de votre DRH, merci à elle. Vous avez eu l'accord qu'on puisse partager et de mettre en partage. Et je vais le faire tout de suite comme ça, vous allez pouvoir faire votre marché gentiment. Attendez, que je me trompe pas. Où c'est? Partager un. Alors, je vais vous mettre en partage le DURP, la partie IRP du DURP de Ouest France. Donc là, alors rassurez-vous, là c'est illisible parce que je ne sais pas, je sais pas comment me dépatouiller pour. En tout cas, la ressource que vous voyez là, normalement, vous avez un petit nuage en haut à droite et vous pouvez la télécharger. Donc, faites votre marché, vous la téléchargez et comme ça, vous pourrez la consulter en pouvant la lire. Parce que là, pour l'instant, c'est des couleurs que vous voyez et voilà. Et vous ne voyez pas plus que ça. Donc, je vous la mets dans un coin comme ça. Vous pouvez toujours la charger. Voilà, c'est une première chose. Et avant de rentrer dans les détails et après je ferai des zooms en partage d'écran, comme ça on verra mieux. Mais Christophe et Christelle, c'était quoi votre constat sur l'exposition au risque globalement des élus de Ouest France alors que Christophe, tu me disais en préambule, quand on a cadré l'entretien, chez Ouest France, a priori on a compris, chez France aussi, c'est quand même pas les directions les plus déconnantes sur le sujet et que il y avait quand même un cadre qui était assez clair, par exemple, sur les heures de délégation, excusez-moi, pour sensibiliser le management sur le fait que les élus avaient des heures, ils devaient les prendre dans les meilleures conditions, etc. Et que, a priori, ce message-là était clairement passé à la ligne hiérarchique chez Ouest France et que c'était peut-être aussi un des préalables
précisément, pour éviter de se brûler les ailes. Donc un peu, pour revenir sur ma question initiale, voilà le constat que vous faisiez globalement sur l'exposition au risque, Christophe, Christelle. Alors, effectivement, à Ouest France, je confirme, la direction forme les managers au droit, aux représentants à utiliser les heures. Mais bien entendu, même si les formations existent, ce n'est pas du 100% en compréhension de la part de certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Vous le savez, depuis 2019, l'État a fusionné toutes les instances avec l'arrêt du CE, du CHSCT et des DP, et tout ça a été mis dans un pot commun, le CSE, avec différentes commissions. Et ça a entraîné naturellement, parce que même à Ouest France, par rapport à ce qu'on avait avant, on a perdu énormément de représentants. L'entreprise, mais aussi les salariés, parce que les représentants, on est des représentants du salarié, et à partir du moment où on est un peu moins que ce qu'on était avant, et même si effectivement à Ouest France, on est mieux disant que on va dire la moyenne, ça a entraîné une surcharge de travail pour l'ensemble des élus, avec une démultiplication des dossiers, mais aussi des compétences, parce qu'aujourd'hui, même si nous avons des commissions et des sous-commissions, un élu du CSE, moi j'ai été élu CE il y a une douzaine d'années, on s'occupait de l'aspect économique, on s'occupait de l'aspect stratégique. Aujourd'hui en CSE, on s'occupe aussi un peu de CDSCT, on s'occupe tous ces domaines sociaux, mais aussi économiques et stratégiques. Donc il y a une démultiplication des dossiers et de la charge des élus au niveau de la charge de travail. Ça a été le cas, la mise en place du CSE à Ouest France en 2019. Notre collègue qui avait pris la charge de la C2SCT, alors à l'époque, Ouest France, on était un petit peu au-dessus des normes pour la C2SCT. Il y avait 6 représentants à la C2SCT. Pour nous, ce n'était pas assez. Le CHSCT, on avait 18. Le CHSCT, effectivement, à Ouest France, on avait 18 avant 2019. Et quand notre amie a laissé tomber parce qu'elle était seule, elle était accompagnée, mais ça manquait de force en 2022. Moi, j'ai pris la place, j'ai été trésorier adjoint dans mes mandats précédents. La place de secrétaire C2SCT, elle n'était pas très enviée. Donc, j'ai pris la place, mais la condition, c'est que je sois accompagné de binômes qui travaillent avec moi, que je ne me retrouve pas seul. Et on a profité lors de l'élection suivante, donc fin 2023, pour demander officiellement à notre direction, à notre DRH, l'augmentation du nombre de représentants membres élus à la C2SCT pour aussi partager le travail. Donc notre direction a accepté et a bien compris, avec l'explosion en vol de notre collègue qui était avant élu, qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'est l'intérêt effectivement de l'entreprise, mais on travaille pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise. C'est vrai que quelquefois on est un petit peu dérangeant, mais on parle de sécurité, on parle de santé au travail, on parle de conditions de travail, voilà. Donc, et on reste dans ces notions-là. Comme disait Christelle, moi j'ai pas d'étiquette syndicale quand je suis à la C2SCT, même quand je suis au CSE, même si on est intégré à une étiquette, on est là pour les salariés et pour l'entreprise. Entendu. Alors, je vais mettre en partage la grille qui va bien. Alors, non, pas en partage. Oui, attendez, que je ne fasse pas n'importe quoi. C'est partage d'écran. Hop, partager l'écran et fenêtre et Zoom. Lequel Zoom? Mince, attendez. Je chope J'arrive dans 2 secondes. Le temps que tu fasses ça, que je le dis à nos participants, la mise à plat du DUERP, comme on l'a fait, je vous l'ai expliqué un peu en unité de travail, en petits groupes de travail, c'est 2023. Et pour nous, c'est un premier jet.
il n'est pas parfait, on sait qu'il n'est pas parfait. On est parti d'un DUERP, comme je vous ai expliqué, qui ne relatait que des risques physiques et très peu de risques liés au RPS. On a beaucoup travaillé, parce que ça a été 3 mois avec des demi-journées, avec le médecin du travail, avec le préventeur, ensemble, pour essayer d'être assez exhaustif. Et on sait qu'il n'est pas parfait. On sait qu'il y a plein de choses à remettre d'équerre. Et là, on a recommencé, c'est vraiment un premier jet. On en est conscient et je pense que notre DRH est également conscient que ce premier jet, il faut le retravailler. Il y a une obligation légale de revoir une fois par an. Ce qu'on vient de définir là, et on travaille actuellement dessus, c'est une remise à plat complète de l'ensemble du DUERP et avec une autre méthode et une autre approche. Parce que l'unité de travailler par unité de travail et par petits groupes, où on faisait venir, je vous rappelle, un représentant manager, 3 ou 4 salariés, et on souhaite élargir un peu notre panel pour avoir le maximum d'informations. Donc, on est en train de retravailler sur ce DUERP et on a recommencé il y a à peu près un petit mois. Et l'idée, c'est pas de refaire une remise à plat complète encore en 3 mois, c'est de faire un DUERP perpétuel. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des risques qui apparaissent. Je parle surtout de risques RPS, hein, parce que les risques physiques, une fois qu'ils sont connus, il est rare, à moins qu'on ait une nouvelle machine ou quelque chose comme ça, qu'il y ait un nouveau risque qui arrive, qu'on n'aurait pas vu. Mais on va les rebalayer. Ce qui bouge beaucoup, c'est les nouveaux risques RPS liés à peut-être un changement de manager dans une unité de travail, à des changements d'équipe, des remodelages d'équipe. Et ça, il faut toujours remettre le couvert, comme on dit, parce que rien n'est jamais figé. Et il y a aussi des risques RPS, parce que le but du DUERP, c'est de mettre à plat, mais derrière, vous le savez tous, c'est le plan d'action, le PAPRIPAC, le plan d'action annuel. Et le but, c'est que on élimine ou on réduit certains risques. Donc, des risques aujourd'hui qui sont notés en rouge, qu'on a estimés rouges, très élevés, peuvent demain, grâce à des formations, grâce à de la prévention, redescendre au niveau de l'intensité, quoi. Ok. Là, je peux me permettre d'intervenir? Vas-y, Parce que j'ai parle. une expérience assez intéressante il y a 2 ans de cela. C'est ça, il y a 2 ans. Où dans mon établissement, pour des raisons, pour des problématiques internes, la direction a décidé d'avoir recours à un prestataire pour animer le DUERP parce qu'elle ne pouvait pas être présente. Et ce prestataire nous a apporté une approche qui était radicalement différente, puisque jusque-là, les groupes généralement, vu qu'on était une équipe de 16 par groupe de 4, plus des techniciens, en fait, on se retrouvait à faire 3, voire 4 demi-journées de travail collectif sur le DUERP. Et en fait, le premier travail qui est assez ardu et qui est rebutant pour beaucoup de gens, c'est de passer des définitions des critères du tableau DUERP et de retranscrire dans la réalité du terrain, de dire, bon, de quoi est-ce qu'on parle concrètement parlant dans le travail. Il y a tout un travail de traduction qui est assez long et parfois pénible à faire. Et là, l'approche qui était proposée était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a mis totalement de côté le tableau DUERP pour commencer, et nous avons commencé à parler tout simplement de tous les risques et toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés dans nos postes de travail. Et de là, on en a fait la synthèse, et à partir de la synthèse, on a commencé à nourrir le DUERP. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment du terrain pour recaler ensuite, et ça finit par se décliner et remplir à peu près toutes les cases du DUERP, mais de manière beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus pertinente. Compte tenu que nous n'avons pas encore, et là, ce tableau va être super intéressant pour moi, merci vraiment Christophe et Christelle de le partager comme base de travail, parce qu'il faut qu'on puisse définir cela. Moi, l'approche que je comptais amener avec les élus, c'était justement de faire une série de réunions pour lister un petit peu
l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés les uns les autres, et à partir de là, en dégager celles qui correspondent et pouvoir les remettre dans les cases. C'est-à-dire de partir du réel pour revenir sur, effectivement, les contraintes de rythme de travail, niveau de précision des objectifs de travail, etc. Et je trouve que c'est une approche qui est très constructive, qui permet de dégager très rapidement, notamment, de dire, prioriser un petit peu les RPS et donc de définir un plan d'action qui est beaucoup plus concis dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut se fixer un objectif dans l'année sur, par exemple, les 3 principales sources de problèmes pour les salariés. Merci à toi. Un rebond de Christelle, ouais. Mais je pense que cette co-construction, en fait, elle est vraiment essentielle justement pour pouvoir identifier les risques, on va dire, qui sont… Les risques physiques, c'est assez facile à identifier, hein. Le matériel nous donne déjà une idée des risques qu'on court physiquement. Donc, et ce qui était le plus difficile, en fait, c'était vraiment l'évaluation des RPS. Et quand on a fait, nous, nos unités de travail, quand on a fait nos ateliers, on avait du coup ces salariés, donc 3-4 salariés par unité de travail. On avait aussi des managers dans la même unité. L'avantage d'avoir 2 élus d'AC2SCT dans ces ateliers, c'était qu'on vérifiait aussi que les salariés de base pouvaient réellement s'exprimer sans que leurs paroles soient corrigées par les managers, sans que leur ressenti soit pondéré par les managers. Donc, pour nous, voilà, ça, c'était vraiment important. Et parfois, en fait, on a été surpris parce qu'on a vu arriver un risque supplémentaire parce que les salariés nous ont dit, moi, voilà de quoi j'ai peur, par exemple. Et on s'est dit, tiens, ce risque-là, nous, on ne l'avait pas noté, on ne l'avait pas listé, et donc on l'a rajouté dans la liste. Et au fur et à mesure, on a complété nos risques comme ça, en fait. On a adopté, Charles, plutôt, un peu la même méthode. On n'a pas utilisé une checklist de savoir tel domaine, est-ce qu'il y a un risque ou pas, il est élevé, pas élevé. C'est l'expression, c'est une demi-journée à chaque entretien avec les salariés, le médecin du travail, où les gens s'exprimaient, la parole était libre. On était là aussi pour veiller à ce qu'elle soit libre, comme vient de dire Christelle, et c'est ce qui nous a permis de compléter. Ta méthode se rapproche assez ton souhait de méthode se rapproche assez de ce que nous on a fait justement. Par contre, il y a un point qui historiquement parlant, ce que nous avions, c'était on nous transmettait par groupe les catégories du DUERP, les définitions, et on nous disait travaillez dessus, remplissez votre DUERP de groupe de travail. Et alors, c'était assez marrant parce que intuitivement, la direction de l'époque avait automatiquement exclu la présence de cadres dans ces groupes de travail. Il n'était absolument pas question que les cadres fassent partie des groupes de travail. Ils avaient d'ailleurs leur propre groupe de travail cadre pour adresser leur propre RPS. On a fait une unité de travail. Alors, les cadres, ils ont bien entendu été intégrés, parce qu'autrement, il y avait à peu près 25% de l'entreprise qui n'était pas intégrée dans le DUERP. Ça aurait été un petit peu dommage. Mais on a une unité de travail, direction générale. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est dans les groupes de travail. On a essayé de prendre la palette de l'ensemble de l'entreprise. Pardon, l'architecture, si tu veux, globale, c'est qu'on a un DUERP par établissement. Au sein de l'établissement, nous avons des groupes de travail qui sont constitués par métier. Alors, par exemple, nous avons des intervenants sociaux, l'équivalent un petit peu d'assistants sociaux généralistes. Cette équipe étant trop grande, on ne va pas faire un groupe de travail à 16. Elles ont été décortiquées en 4 groupes de 4. Et au sein de ces 4 groupes de 4, il n'était pas question que les cadres interviennent ou soient présents. Ils ne venaient que pour vérifier s'il y avait des questions ou s'il y a besoin d'aide sur une définition ou quelque chose de temps à autre dans le groupe. Mais le groupe de travail de préparation au DUERP se faisait entre pairs. Et ensuite, à l'issue de 2 ou 3 séances de travail, il y avait une restitution globale avec un représentant de chaque groupe qui prenait la parole. Et au fur et à mesure, l'ensemble de l'équipe remplissait le DUERP qui était affiché au tableau pour le remplir. Maintenant, on est sur une variante digitale, mais on fonctionne à peu près de la même manière pour mon établissement.
Entendu. Alors, le temps tourne, donc avant de passer la parole à toi, Stéphane, Christelle ou Christophe, qui veut prendre? Moi, je vous lance une petite perche quand même sur le tableau que vous avez partagé. Vous l'avez parfaitement reconnu que c'était une démarche itérative, c'est des premiers pas. Vous allez apprendre en marchant et c'est très bien d'avancer comme ça. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que vous avez identifié un certain nombre de situations que vous devez peut-être affiner dans la caractérisation réelle, et peut-être affiner pour que les gens s'y retrouvent encore plus facilement dans les situations vécues. Mais par contre, en termes de prévention, pour l'instant, vous êtes encore, on va dire, au stade embryonnaire sur les axes de prévention. On est d'accord, hein? Oui, on n'a pas encore listé les actions à mettre en place parce que il y aura des actions qui seront du type formation, du type sensibilisation des managers, mais il y aura aussi des actions qui seront organisationnelles. C'est-à-dire que nous aussi, il faut que, par exemple, la direction accepte que les plannings de réunion, par exemple, ne bougent pas sans arrêt, parce que ça désorganise déjà nos métiers à nous. Ça aussi, ça met une charge de travail sur ceux qui restent au travail pendant que nous, on exerce nos mandats. Donc, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on affine avec la direction. De même aussi, nous, on disait, de toute façon, c'est dans l'intérêt de tout le monde que les élus puissent exercer leur mandat. On le voit bien aujourd'hui dans le monde du travail, le nombre d'accidents du travail s'est multiplié. Parce qu'on n'a pas donné les moyens aux élus d'avoir ce regard de contrôle et d'alerte. Parce que voilà, on a diminué leurs moyens. Donc, fatalement, maintenant, l'État commence à comprendre que finalement, ça va peut-être coûter plus cher d'avoir réduit le nombre d'élus. Donc, du coup, voilà, il y a ce regard-là, se dire, en fait, c'est dans l'intérêt de la direction que les élus puissent faire correctement leur travail d'élu, qu'ils puissent exercer leur mandat. Donc, dans le DUERP, on leur demandera aussi, on mettra en place, on leur demandera de mettre en place des actions qui permettront de faciliter l'exercice du mandat. Et si c'est obtenir 3 heures de délégation de plus, ce n'est pas déconnant. Et si c'est être un peu plus rigide sur son calendrier en tant que direction pour ne pas perturber tous les services, parce que les élus sont répartis dans tous les services, voilà, c'est aussi pour le bénéfice de tous. Donc, ces actions-là, je pense que voilà, il faut qu'on en discute. C'est long, le chemin est long, on est d'accord avec ça. Mais on pense qu'on obtiendra ces moyens-là parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise que les élus puissent être vraiment des lanceurs d'alerte, voire des médiateurs aussi dans certains cas. Mais s'ils sont mal perçus par les équipes, ils seront des mauvais médiateurs aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est un tout. Et puis, voilà, le DUERP doit nous aider, nous, en tant qu'élus, à exercer nos mandats. Chez nous, à Ouest France, on a une particularité, c'est qu'on est un peu en 24/24, on est un journal d'information à la fois papier et numérique. Donc, la direction le sait, c'est qu'on a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens qui travaillent de week-end, il y a des gens qui travaillent de jour. Voilà, on est toujours présent. Et des élus, il y en a un petit peu partout. Et moi, je l'ai dit souvent aux préventeurs, c'est que à un moment donné, les réunions qui se décalent, ça arrive, donc c'est dérangeant effectivement pour notre planning professionnel, parce qu'on a aussi une activité et on souhaite garder une activité professionnelle pour avoir un pied toujours dans l'entreprise, ce qui est normal, et vis-à-vis de nos collègues, mais de mettre une réunion, je lui avais dit, un vendredi soir à 18h, c'est sympa, mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'organiser des choses, parce qu'il y en a qui commencent à 21h et à 18h, il y en a qui finissent normalement, quoi. Donc, le but, c'est d'essayer et il faut que les directions comprennent, et encore plus dans nos organisations à nous, je parle pour nous, le journal, c'est qu'à un moment donné, dans l'intérêt de tous et du bien-être de tous, il faut que ce soit organisé et planifié au maximum. Je parle des réunions paritaires. Après, il y a toujours des points qui peuvent arriver suivant l'urgence et tout ça, ça on peut le comprendre. Mais voilà. Donc, l'intérêt du DUERP et du PAPRIPAC, c'est aussi d'éviter toutes ces choses-là, parce qu'on a déjà, c'est un des risques forts qu'on a, c'est bien entendu, on est confronté
un peu à la misère d'autrui, c'est-à-dire quand des salariés sont en souffrance, ils viennent vers nous. Donc, c'est un risque. C'est de la charge mentale. C'est de la charge mentale pour nous. Mais ils nous appellent, ils nous appellent pas dans notre journée de travail parce qu'il y a les collègues à côté. Ils nous appellent le soir. Donc, c'est des risques qui existent. Et le fait de les reconnaître aujourd'hui dans le DUERP, et demain, le plus grand effort qui va être à faire, c'est de les mettre dans un plan d'action pour essayer de les limiter. On n'en est pas là, mais on espère réussir parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est ce qu'on disait, à la fois de l'entreprise, des salariés, nous-mêmes, et de notre santé à nous aussi, quoi. Parfait, merci. Alors, je me permets, dans la salle, il y a par rapport, c'est pas forcément parce que il y a des directions qui refusent quand des élus demandent la reconnaissance des élus en unité de travail et l'intégrer dans le DUERP. Il y a des personnes ici présentes qui confirment que la direction dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas le sujet. Ça sera l'occasion, Stéphane, de t'entendre là-dessus peut-être. Entreprises, de direction de l'entreprise qui refusent. Et par rapport, pour faire la transition avec le rebond de Stéphane, il y a Marilyn qui pose la question dans des contextes de PSE, en quoi les élus sont particulièrement exposés à des risques. C'était le sujet du direct qu'on a fait, dont je vous parlais précédemment, où il y a 1 mois et demi, où on a parlé d'exposition au RPS des représentants des salariés, où on avait des élus, par exemple, de CCF, l'établissement bancaire qui a un des plus grands plans sociaux en France, là, dans le secteur bancaire ces dernières années, qui sont vraiment en première ligne là-dessus, avec des licenciements contraints, etc. Et comment ils sont susceptibles de prendre la pression et de s'y préparer. Donc, à partir de là, Stéphane, je te passe la parole sur justement en quoi une direction est légitime pour dire je refuse de vous intégrer comme communauté de travail, en quoi elle aussi elle peut se contenter de dire moi je fais de la prévention mais que au moment des PSE, en quoi c'est pas suffisant, nullement. Oui, alors je vais essayer de faire court parce que en même temps d'être efficient. Je pense que faut partir de l'obligation. Il y a une obligation d'évaluation des risques. Les élus sont des salariés, donc à ce titre-là, ils sont soumis à des risques professionnels dont certains leur sont spécifiques. Donc l'employeur, de toute façon, il a une obligation d'évaluer ces risques. Après qu'il identifie une unité de travail en soi ou pas, là il n'y a pas d'obligation puisque la détermination de l'unité de travail, elle est au final à la main de l'employeur, bien sûr, même si ce sujet doit être débattu, puisque maintenant que le DUERP fait l'objet d'une consultation, rien n'empêche les élus d'émettre un avis demandant à ce qu'on évalue de façon spécifique les risques des élus, les risques psychosociaux ou les risques physiques des élus. Évidemment, dans les PSE, souvent ça apparaît parce que on a un moment charnière où on va mobiliser les élus. On va souvent, d'ailleurs, dans des accords spécifiques, leur donner du temps supplémentaire. Donc, il y a une pression supplémentaire. Et donc, là, c'est compliqué pour l'employeur de dire qu'il n'y a pas d'exposition à des risques particuliers pendant la phase de consultation et puis dans la phase post-réorg. Donc, il arrive souvent que on ne va pas jusqu'à créer une unité dédiée, mais en tout cas qu'on évalue en partie les risques associés aux élus. C'est souvent de façon un peu lapidaire quand même. Ce n'est pas non plus une étude très approfondie. C'est évoqué, comme ça peut l'être pour les autres acteurs, les RH ou le management. D'une façon générale, je pense que les débats qui sont dans le chat et puis ce que vous avez dit là montrent bien que le travail d'élu amène à des risques particuliers. Donc, ce sont des risques liés au travail, donc il n'y a pas de débat. Ils doivent être évalués. Donc, ils sont mis sur la table. Les élus sont légitimes en plus pour en parler, ils sont les premiers concernés. Donc, pour moi, c'est ce que je mettais un petit peu, puisque j'ai profité que j'avais moins la parole là pour participer aussi au chat, c'est que je pense que ce qui est important, c'est que dans le travail que vous faites au sein des SCT, quand vous en avez, pour ceux qui n'en ont pas au sein du CSE, mais je pense que c'est dans le CSE aussi que s'il y a des sujets de désaccord, ils doivent être portés. Et vous devez, vous n'avez pas besoin de beaucoup faire d'efforts, mais démontrer qu'il y a des risques particuliers et amener l'employeur à prendre position là-dessus. Ça va être compliqué pour un employeur de dire qu'il n'y a pas de risque dédié. Une fois qu'il a, entre guillemets,
reconnu qu'il n'y avait pas qu'il y avait des risques qui pouvaient exister, il est tenu de les prendre en compte, les évaluer et de mettre en place des mesures derrière. Donc, puisque je rappelle que le DU, c'est quoi? C'est une obligation d'évaluer pour prendre des mesures de prévention. Ce n'est pas un DU en soi, c'est parce que derrière, il y a un plan de prévention. Alors, que ce soit un PAPRIPAC tel que le prévoit la loi santé de 2021, ça c'est encore une autre affaire, j'ai vu dans le chat, on en est loin aussi. Mais en tout cas, qu'il y ait des actions engagées sur ce sujet-là. C'est pour ça que la question de le mettre comme unité, je pense qu'il faut le prendre comme étant une opportunité. Si les directions sont à l'écoute ou en tout cas intéressées, allons-y. Ça peut être un sujet intéressant parce que ça va reposer, ça permet de poser un vrai débat et de passer du temps dessus. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que ça vous empêche en tant qu'élu de mettre le sujet sur la table. Voilà, ce n'est pas une obligation, c'est un plus. Mais pour moi, ça n'empêche pas, pour moi, les risques auxquels sont exposés les élus, on le voit bien aujourd'hui, je le mettais dans le chat. Si on a tant de désillusions, tant de difficultés pour les élus, tant d'usure dans le métier d'élu, c'est que ce n'est pas un métier de tourpeau que tout le monde a envie de prendre parce que c'est la sinécure et qu'on va se dorer la pilule en ordre de délégation. Si c'était ça, il y a longtemps qu'on n'aurait pas de problème de candidats. Donc, c'est bien qu'il y a des problématiques qui sont à la fois liées au travail, mais qui sont liées aux spécificités du rôle d'élu. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je peux dire là-dessus. Peut-être pour anticiper aussi. Oui, vas-y, Rodolphe. Ouais, moi je te lance sur une question qui est importante et qui est sous-jacente dans le chat et qui est déjà même apparue. C'est en quoi, dès lors qu'un employeur va reconnaître les élus, ça va caractériser un lien de subordination qui peut expliquer que certains élus ne veulent pas rentrer dans cette logique-là, en disant on caractérise un lien de subordination. Et autre question subsidiaire, et j'en fais deux en une, c'est le côté zone grise. Et une question qui a été posée, par exemple, 2 élus qui vont s'écharper entre eux dans le cadre de leur mandat. Que fait l'employeur? Là, on est complètement dans le cadre du mandat et ils se tapent dessus. Voilà. Une relation très dégradée, on va dire. Et quid de la responsabilité de l'employeur? Elle reste pleine et entière, ça ne change rien. Je veux dire, c'est lié au travail. Il y a le contrat de travail toujours là. Donc, l'obligation de sécurité, elle ne disparaît pas parce qu'on est dans le cadre du mandat. Donc, même si d'ailleurs les faits à l'origine des violences sont uniquement syndicales, par exemple des désaccords syndicaux ou des accords qui ne sont pas liés à leur activité professionnelle à côté, ça ne change rien. Pour moi, c'est au travail et donc il faut étudier. Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement des moments, et ça, j'en ai rencontré moi, parce qu'on fait pas mal on examine pas mal de situations et on fait des enquêtes aussi dans les situations de harcèlement ou non, où des élus sont impliqués, des fois des élus entre eux. Ça montre bien que, puisque ce sont les employeurs qui nous sollicitent, que l'employeur reste responsable, in fine. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est qu'effectivement, sa responsabilité est pleine et entière. En revanche, en termes de moyens de prévention, il peut être limité. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, l'employeur, il fait tout ce qu'il peut pour protéger les salariés dans la mesure de ses moyens. Si ce sont des permanents syndicaux qui n'ont plus aucun lien avec le travail, il devra se tourner vers les OS pour amener l'OS à prendre ses responsabilités aussi. Mais légalement, l'employeur n'est pas dédouané de sa responsabilité. Donc ça, c'est important de bien le prendre en compte. Et je pense que c'est le fondement de tout ça, c'est quand même l'obligation de prévention, de protéger la santé des salariés, y compris des élus. Ce sont des salariés comme les autres. Ils ont des responsabilités différentes. Ils ont une protection qui fait qu'ils ont un droit de parole qui va au-delà. Ils ont un droit des actions qu'ils peuvent mener que les salariés lambda ne peuvent pas faire. Mais au final, ils restent salariés. Donc, et même quelqu'un qui est détaché à temps plein reste salarié. Le contrat de travail est toujours là. Évidemment, il peut être entre guillemets suspendu, mais l'employeur reste responsable parce que l'obligation de prévention, elle est ordre public, elle ne se découpe pas. Donc, je pense que ce qui est important, et ça, c'est un élément fondamental pour mettre le sujet devant l'employeur en disant, vous êtes responsable. Après, effectivement, comment on trouve des solutions? Si c'est lié au travail, c'est plus facile, l'employeur il peut prendre des mesures. Si c'est que lié à l'activité syndicale en tant que telle, effectivement, là, c'est un peu plus complexe, mais il faut… Alors, une des solutions, puisque je l'avais évoqué, puis ça a été dit dans le chat, je pense qu'il faut anticiper, il faut faire de la prévention, c'est ce qui est plus efficace. Comment? Quand on négocie des accords
social, eh ben, on parle de prévention des risques, on parle de harcèlement, parce que ce sont des situations qui sont vécues par les salariés et par les élus aussi, qui peuvent être victimes de ça ou qui peuvent être auteurs de ce type de comportement. Et donc, si on le met en amont et qu'on clarifie les règles dès le départ, bah, ça évite souvent des situations. Et puis derrière, on peut et on doit aussi avoir un point, je pense, important entre le management, le RH qui va gérer la partie dialogue social et l'élu, sur quel est l'impact du travail, enfin du mandat sur le travail. Et ça, c'est le meilleur moyen de prévention aussi. Si j'anticipe en amont que, bah, forcément, si j'ai 20 heures de délégation, 25 heures, 30 heures par mois, ça modifie la façon dont je travaille. Donc, ça modifie mes conditions de travail et donc, ça a un impact, ça crée des risques, nécessairement. Si j'en discute en amont, si je discute avec mon management, bah, quand je m'absente, parce que des fois, on sait qu'il y a du management qui fait de la pression, bah, tu prends tes heures, tu ne devrais pas, enfin, entre guillemets, même si ce n'est pas dit toujours directement, mais on sait très bien la pression qu'on peut mettre sur les collègues, etc. Bah, je pense qu'il faut clarifier ça en amont. Souvent, on attend que les problèmes arrivent et on s'étonne qu'il y ait des problèmes. C'est forcément, enfin, ça ne se règle pas tout seul, ces problèmes-là. Si on ne clarifie pas la situation de départ, on a toujours des problèmes derrière. Soit c'est l'élu qui va faire une croix sur son mandat et qui va abandonner parce qu'il préfère son poste à son mandat, soit il tient sur son mandat et il prend des gros risques sur son employabilité future. Donc, il n'y a pas de bonne solution dans ce cas-là. D'où l'intérêt de le traiter en amont. Et Stéphane, un rebond là-dessus, c'est l'entretien, le cadre légal là-dessus. Il y a l'entretien début, fin, milieu de mandat, où on veut. Mais il est lié à un nombre d'heures minimal, donc je pense qu'il faut l'étendre à tous les élus, quel que soit le nombre d'heures. Je pense que ça prend quoi? Ça peut prendre une demi-heure, une heure, on va se poser, on va dire c'est quoi les impacts, voilà, on les traite, on se fait des points régulièrement tous les trimestres, tous les 6 mois, comment ça se passe, est-ce que ça pose des problèmes ou pas. On peut même discuter de choses qui peuvent paraître tabous, les délais de prévenance. Alors, des fois, on n'a pas de délai de prévenance, mais on peut très bien se dire, bah, tu essaies de faire un maximum pour prévenir à l'avance quand tu t'absentes. Des fois, ce n'est pas possible, mais il faut l'accepter aussi, le management doit l'accepter. Voilà, c'est discuter de l'impact réel. Enfin, là encore, le réel du travail, le réel de l'impact du mandat. Dire qu'il n'y a pas d'impact et nier, en fait, ne pas en parler, c'est nier une réalité. Et donc, derrière, c'est forcément créer des problèmes, soit pour les RH, soit pour le management, soit pour l'élu. Donc, souvent pour les trois. Mais là-dessus, il ne faut pas oublier la fonction première du ERP, c'est celle de pouvoir établir un constat. Exactement. Moi, ce que je trouve intéressant dans le ERP CSE, y compris, j'y suis confronté dans mon CSE où il y a des tensions interpersonnelles, où ça s'écharpe au sein du CSE, c'est que ça permet de poser les choses. Et à partir du moment où le problème est posé et qu'il est réifié, c'est-à-dire qu'il est objectivé et qu'il y a un accord sur le constat, là, on a les prémices d'un débat, on a les prémices d'une discussion, et donc forcément, à partir de là, on peut commencer à élaborer des solutions. Mais il faut que les choses soient dites clairement et que les parties se mettent en accord sur ce qui ne va pas. Et c'est pour moi l'un des intérêts principaux du DUERP, c'est que ça permet, en objectivant les faits, les conflits, les difficultés, de pouvoir s'en détacher et de pouvoir le manipuler verbalement et dans la discussion, dans le débat, comme un objet. Là, on n'est plus dans le pathos, on n'est pas dans l'empathie et l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut commencer à vraiment travailler dessus. Et là-dessus, il n'y a rien d'insurmontable. Et je pense que sur la position et la posture de l'employeur, normalement, dans des cas comme ça, c'est celui de proposer à minima une médiation entre les membres de l'extérieur, ou voire simplement renvoyer aux organisations syndicales si vraiment il n'y a pas de solution. Mais ça peut être un tiers sur des difficultés internes. Il y a une possibilité. Après, tout dépend des configurations. Après, moi, mais l'essentiel étant de ne pas oublier de constater. Pardon. Oui. Je voulais attirer quand même l'attention sur cette unité de travail spécifique sur les élus. Pour moi, elle ne doit pas être mise en œuvre si le DUERP n'est pas co-construit. Parce que là, je trouve que ça pourrait devenir dangereux. Il faut vraiment qu'il y ait une co-construction pour qu'on ait en face des actions qui soient partagées entre la direction et les élus, pour que ce soit vraiment des actions qui permettent effectivement un bon exercice des mandats.
Voilà, je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Carmine, je pense que juste un point. Je voulais revenir sur juste très très rapidement. Il y avait une remarque qui avait été faite dans le chat, c'est comment imposer à l'employeur un DUERP CSE. L'un des outils qui est possible de faire, c'est que on n'a pas besoin de l'autorisation de l'employeur pour créer son propre DUERP. On prend les outils du DUERP, on crée son propre DUERP, on dresse le bilan, le constat de ce que l'on voit en interne au CSE. Et ensuite, on peut revenir, c'est bon, nous, on s'est passé de votre permission, nous avons fait notre propre DUERP de notre côté, en indépendant, voilà ce que nous constatons, nous avons tel risque, tel risque, tel risque. Que va faire l'employeur? Est-ce qu'il va pouvoir contester la validité de ce que l'on a partagé? Si on l'a fait sur son propre temps, de toute façon, en interne, il ne peut pas s'opposer à ce que nous, on travaille dessus. Et à partir de là, on peut essayer de l'intégrer sur le DUERP. Après, tout dépend de l'employeur que l'on a, bien évidemment. Mais rien n'empêche, pour soi, je pense que c'est un outil qui est utile pour nous. Oui, je pense qu'il faut, je fais court, mais il ne faut pas confondre l'outil et l'objectif. Donc, moi, je pense que l'outil DUERP, il est une obligation de l'employeur. Si on commence à créer 2 DUERP, c'est un document unique, hein, donc n'oublions pas ce que ça veut dire. Donc, il doit être unique. Après, par contre, qu'on pose sur la table, vous posiez en tant qu'élu les sujets qui sont des risques et amener l'employeur à réagir dessus, c'est ça l'essentiel. Après, je pense qu'il y a des cultures d'entreprise où le DUERP est très présent, très utilisé, d'autres où c'est moins le cas. Il ne faut pas que l'absence d'un DUERP soit aussi un prétexte pour ne pas travailler l'évaluation des risques. Donc, pour moi, le plus important, c'est discuter du travail réel, des risques, de l'écart entre prescrit et le réel, de ce qu'on vit au quotidien. À partir de là, on a un bon DUERP, on a un dialogue social sur le DUERP, on l'intègre, ça va bien marcher, c'est un bon support et en plus, c'est la loi, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faut quand même mettre les sujets sur la table et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on n'ait pas un bon DUERP. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est quand même le fond plutôt que la forme. La forme, elle est aidante, hein, ça, je suis entièrement d'accord. Mais si elle n'est pas là, il ne faut pas que les élus se disent donc c'est mort. Non, ce n'est pas mort du tout. L'obligation de prévention et la parole des élus sur les risques. Et je rappelle que l'employeur, sur les questions de santé au travail, vous le savez, il a l'obligation de motiver son refus à chaque fois. Donc, quand il vous refuse quelque chose, notamment, il doit expliquer pourquoi il ne veut pas. Donc, si vous avez un refus net, ne lâchez pas, dites pourquoi vous ne voulez pas. Et c'est toujours plus facile de discuter quand on a un motif que quand on a un non brut. Donc, de ce côté-là, lâchez pas le morceau. Et je rappelle une dernière fois, je l'ai écrit dans le chat, le PV, il est bien à la main, le PV du CSE, il est à la main des élus. Donc, c'est une arme qui est souvent mésestimée par beaucoup d'élus. Le PV, c'est un document officiel qui est tracé, qui peut partir à différentes instances et qui, s'il y a des risques derrière qui se sont produits, que vous avez, mis en avant et que l'employeur n'a pas réagi, on passe en régime de faute. Donc, ça peut être un élément qui peut faire bouger de temps en temps les directions. Je le dis, j'ai été longtemps de l'autre côté, donc je parle en connaissance de cause. Je vous partage. Voilà. Avant de passer sur la fin, parce qu'on arrive gentiment sur la fin, je vous partage vite fait les résultats du sondage. Donc, on est à 32%, vous êtes 32% dans la salle où vos entreprises ont mis en place un DUERP qui tient la… Ah non, attendez, mince. Non. Attendez. Vous êtes 91% où le DUERP est mis en place, 91%. Vous êtes, il y a quand même 32% où la direction a ouvert la porte à… Non. Je suis vraiment nul en sondage, moi. Je me mélange complètement les pinceaux sur les trucs. C'est la digestion qui ne va pas. C'était mieux le matin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, il y a 10% des directions qui acceptent d'intégrer les élus en communauté de travail, ou alors les élus qui demandent et que c'est la direction qui accepte. Donc, il y a 10%. Le risque de droit d'ingérence, il est non perçu par près de 70% des répondants. Et in fine, est-ce que c'est un moyen de négocier des moyens du dialogue social? Vous êtes 91% à dire oui. Donc, j'enchaîne sur cette ouverture quelque part. En quoi, chez Ouest France et chez France Terre d'Asile, vous considérez que c'est un moyen pour négocier des moyens du dialogue social et d'affirmer la reconnaissance des mandatés, du rôle que vous portez. Peut-être on commence avec vous. Nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça, c'est que en fait, comme on co-construit
le DUERP, du coup, on a bien, comme disait Charles, cette phase de diagnostic qu'on doit partager, avec des constats qu'on doit partager, qu'on partage avec la direction. Et après aussi, on a ces actions qu'on construit ensemble. Donc, du coup, nous, on trouve que c'est un moyen d'obtenir alors, déjà, peut-être de la reconnaissance aussi, parce que ça fait partie des RPS, le fait qu'on a un manque de reconnaissance. Moi, je trouve que ça permet aussi d'obtenir de la reconnaissance, de l'écoute aussi, et puis après, des moyens, soit en termes organisationnels, soit en termes vraiment d'outils. Et parfois, on a peut-être des souhaits et des outils à proposer auxquels la direction, elle, n'avait pas pensé. Et inversement, peut-être que la direction aura des outils à nous proposer. Par exemple, je pensais tout à l'heure, comme on évoquait le sujet de grosses tensions, par exemple, entre élus ou entre salariés et élus, il y a peut-être des moyens de mettre en place de la médiation, du coaching pour les élus. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer, sur lesquelles on peut imaginer un consensus. OK. Christophe, Charles? Moi, j'aurais tendance à dire, à partir du moment où ça améliore le dialogue social, la reconnaissance de notre travail, parce qu'effectivement, on est des élus, mais c'est aussi un travail pour le faire depuis quelques années, c'est un vrai travail. On n'a pas été embauché pour ça dans l'entreprise au départ, mais aujourd'hui, on est mandaté par les salariés pour défendre certaines choses ou faire reconnaître certaines choses. À partir du moment où ça donne une possibilité d'avoir une amélioration et de la prise en compte de nos actions, faut y aller. Il faut pousser nos directions, nos DRH pour aller dans ce sens-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est dans leur intérêt aussi, parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de dialogue social, ça ne marche pas entre la direction et les élus, et c'est négatif pour les salariés et c'est négatif aussi pour l'entreprise. Donc voilà, c'est dans l'air du temps. On voit que tout ce qui est côté risques psychosociaux se développe depuis à vitesse grand V depuis 4-5 ans. Christelle évoquait tout à l'heure que des chiffres que vous connaissez tous en France, avec l'augmentation des accidents du travail qui pèsent sur les entreprises, mais qui pèsent aussi sur leurs salariés et l'ensemble des unités de travail. Donc voilà. C'est dans l'air du temps et il faut y aller, et ça sera que mieux pour tout le monde. OK, parfait, Christophe. Ouais, rapidement, Charles. Ouais, rapidement, pour ma part, là où ça fait avancer les choses, c'est que d'une part, via le DUERP, on a une plateforme de médiation, c'est-à-dire qu'on parle le même langage. C'est un langage qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent, qu'ils savent traduire. Ça permet de poser des choses et ça permet également de chiffrer les choses. On quantifie les choses. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans de l'interpersonnel avec « oui, c'est cet élu qui prétend qu'il y a tel problème que… » Non, c'est au global, nous constatons et nous sommes d'accord sur ce constat qu'il y a ce risque-là. Et là, l'employeur est contraint d'en tenir compte, est contraint de voir quelles sont nos conditions de travail. Ça veut dire que derrière, sur le dialogue social, ces marges de manœuvre quant aux risques psychosociaux auxquels nous sommes exposés, il est quelque part obligé d'intervenir. Nous, on le voit sur les sites où nous avons des élus, où parfois ça se passe mal, aussi bien avec le directeur local qu'avec l'équipe au local. L'harmonisation, là, avec le DUERP, permet au siège d'intervenir directement en disant « là, c'est absolument inacceptable, on ne peut pas avoir ce type de problème-là ». Et le fait de poser les choses permet de les adresser vraiment. Et encore une fois, c'est sans avoir un enjeu émotionnel derrière, mais de les traiter et d'élaborer un plan d'action. Et ça, je pense que ça permet à terme, ça devrait permettre à terme d'améliorer les relations entre la direction et le rôle, la mission des élus. Parfait. Merci à toi, Charles.
Stéphane, j'ai vu que tu avais vu la remarque de Franck, Robert, donc sur RH, RP, même combat. Oui, en fait, oui, les DRH, ils forment une unité de travail. Comment ça se passe pour les… Non, c'est pas systématique non plus, hein. Donc, il y a des entreprises qui le font, mais c'est pas la majorité non plus. Les unités de travail, elles sont souvent, on a souvent un pôle fonction support, je vais le dire comme ouais. ça, hors Ouais. prod, qui est globalisé, qui peut avoir un intérêt en termes de risque physique, parce que là, on a des risques physiques qui sont partagés. En matière de RPS, je pense que ça nécessite. Le problème du DRP, c'est qu'il est quand même construit pour évaluer des risques physiques dans sa construction 1. Et que sur les RPS, ça pose un peu plus de soucis, parce qu'en fait, les modalités d'évaluation des risques ne sont pas exactement les mêmes, mais on peut adapter, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder un petit peu les types de risques psychosociaux qui peuvent exister. Et après, on va voir évidemment que… je donne un exemple. Chez nous, par exemple, dans notre DU, le management est identifié en tant que tel, parce qu'on a considéré, au sens large, hein, qu'il y a des risques spécifiques au management et qu'il faut les traiter en tant que tel. Voilà. Chez nous, à Ouest-France également. Voilà, donc, et ça me paraît logique. Après, on n'est pas suffisamment nombreux en RH, nous, pour avoir un… Mais peut-être que si on était beaucoup plus gros, on aurait une unité RH identifiée ou élue aussi, hein, pourquoi pas. Mais ça ne regroupe pas assez de monde pour qu'on en fasse une unité. Mais je pense que typiquement, c'est l'activité, hein. Souvent, l'UT, on se dit, c'est quoi le critère? En fait, c'est l'activité, l'exposition à des risques partagés. C'est ça. C'est pas la géographie, c'est pas le nom de la fonction. C'est l'exposition à des risques partagés. Donc, si on considère que je pourrais quasiment faire une unité RH CSE parce qu'ils sont à l'interface des salariés et du management. Donc, chacun dans leur rôle. Mais globalement, ils sont tous les deux au mieux entre le marteau et l'enclume. Mais tu l'as déjà vu, ça serait une bonne figure de voir ça. Oui, c'est un bon sujet pour une prochaine. Il ne reste plus qu'à trouver l'unité de travail RH et puis voilà, on fera un super truc. Ah ouais, on peut faire un bel échange avec les RH, ça serait super. Merci Franck de nous avoir mis sur cette piste. Ok, on arrive gentiment à la fin de notre live. Écoutez, petit tour de parole rapide sur un peu ce que vous avez pu voir et très rapidement. Christophe, Charles, qui veut prendre la parole avant qu'on se quitte? Bon. Je dirais vas-y. En termes de prévention, je trouve que le DUERP, c'est vraiment un outil essentiel pour la prévention et notamment, je pense, pour les risques psychosociaux. On sait que la santé mentale, ça sera un des sujets majeurs des entreprises dans les années à venir. Et je pense que c'est vraiment un très bon outil pour s'inquiéter de cette santé mentale-là, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment l'outil le plus adéquat, pour autant qu'après, on ait un PAPRIPACT qui découle du DUERP. Ouais, je confirmerai, c'est le DUERP, c'est la mise à plat des risques. L'action, c'est le PAPRIPACT. Et de ne pas mettre en place de plan d'action avec de la corrective derrière, ça ne sert à rien. Le DUERP ne sert à rien à ce moment-là. Le DUERP, c'est le point d'appui, le PAPRIPACT, c'est le plan d'action. Et je rajouterais, il y a un autre élément, j'en ai souvent parlé avec certains RH chez nous à Ouest-France, c'est les taux d'absentéisme. Nous, on est découpé par rédaction, par département, on est sur 12 départements, et c'est aussi des indicateurs sur les risques psychosociaux dans certains secteurs, et avec, voilà. Donc, tous ces éléments-là, on est là pour travailler pour le bien-être de l'entreprise et des salariés, bien entendu, on passe pas mal de temps de notre vie au travail. Certains voudraient qu'on en passe encore plus, donc autant que ça se passe le mieux possible, quoi. Parfait. Pour ma part, moi, ce qui m'a frappé le plus jusqu'ici, vraiment, c'est à quel point la façon dont le DUERP est mené au local, de révéler les deux problématiques qui me paraissent centrales vis-à-vis de l'encadrement, celui du rapport à l'erreur et la confusion que ça peut avoir avec la faute. C'est-à-dire que
Le DUERP constate, il ne juge pas, il constate ce qu'il se passe. Et deuxièmement, le rapport de la personne entre la personne et le costume, le rôle que remplit le cadre. C'est-à-dire que le constat, la liste, l'égrenage des dysfonctionnements et des problèmes sont bien souvent perçus comme des attaques personnelles, alors que ce n'est pas le cas. On parle de la fonction. Et je crois que l'une des grosses difficultés que je vois sur des DUERP qui sont mal appliqués repose sur ces deux problématiques-là. C'est-à-dire que d'une part, les gens confondent entre le costume de cadre, la fonction, avec le personnel, donc ils se protègent au niveau personnel, deviennent agressifs ou sont sur la défensive, là où il n'y a pas de lieu d'être, puisqu'il s'agit juste de problèmes constatés. Et de l'autre, ce rapport entre erreur et faute. On ne juge pas la personne, on constate des dysfonctionnements et des erreurs. Et ça, je trouve que le DUERP, il met vraiment en exergue cette problématique-là chez les cadres. Parfait. Merci Charles. Mot de conclusion à toi Stéphane. Oui, je vais faire très court. Je conseille juste, formez-vous, faites-vous accompagner. Voilà. Enfin, c'est important parce que c'est des compétences qui demandent à la fois de la maturité. Il y a des compétences techniques aussi. Hein. L'analyse du travail, c'est pas un exercice qui est facile. L'évaluation des risques, pas un exercice inné. Donc, je pense qu'il faut se former. Et beaucoup d'élus, malheureusement, ne se forment pas assez. Donc, vous avez le 0,2 pour ça. Hein. Il y a beaucoup de CSE qui ne savent pas quoi faire du 0,2. J'ai plein d'idées pour eux aussi. Merci Stéphane. Non, mais blague à part, c'est important. Voilà, se former. Merci à toi. Merci au groupe Merci JLO. À vous tous. C'était très riche pour moi. Ouais, merci au groupe JLO d'avoir porté cette rencontre. Merci à Christelle, Christophe et à Charles d'avoir partagé leur démarche en sachant qu'elle était itérative, etc. Et qu'il n'y a pas de recette, je leur dis souvent, mais il n'y a pas de recette miracle. Mais en tout cas, vous avez mouillé la chemise pour partager vos expériences. Synthèse à suivre avec, vous aurez en PJ, en pièce jointe, le PDF que j'ai partagé pour celles et ceux qui n'ont pas pu le choper tout à l'heure. Donc, vous aurez la trame 1.0 du URP-IRP de Ouest France, sur laquelle vous allez pouvoir bosser. Et puis, comme disait Franck, peut-être qu'on mettra le couvert dans quelques temps pour voir un peu où ça en est et de faire avancer, parce que le sujet est très concret et à mon avis, c'est un socle très intéressant. Écoutez, moi, je vous souhaite une très, très bonne journée, de très bonnes vacances si vous en prenez prochainement. Et on se revoit début septembre avec un direct sur la transparence salariale, avec la directive européenne, la déclinaison de cette directive. Est-ce que ça va changer en termes de levier individuel et de levier collectif, et quel équilibre entre les deux quand il s'agit de négocier son salaire. Voilà, ça c'est le 18 septembre, ça va se dérouler, vous recevrez l'invitation qui part demain, pas plus tard que demain. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas être plus long. Merci à tous et merci de votre participation active dans la salle, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans le chat, mais beaucoup d'échanges. Je me permettrai de… Voilà, je ne sais même plus, là je perds le fil de ce que je voulais dire, mais bon, voilà. Merci à vous. Et puis à bientôt. Et je vais couper le live. Bonne journée. N'hésitez pas à contribuer sur Miroir. Si vous avez fait les 10% qui ont mis en place, intégrer les élus, faites-vous connaître. Moi, je suis vraiment preneur pour vous en savoir plus, pour pouvoir creuser du côté de chez vous. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour me contacter si vous êtes OK pour en parler. Moi, ça m'intéresse vraiment de creuser le sillon, parce qu'il est concret et on manque de concrétude souvent, parfois, dans le dialogue social, avec des trucs qu'on fait, en théorie, qui se cristallise pas dans la pratique. Donc voilà. Voilà. Bonne journée. Je coupe. Merci. Et on se retrouve avec le lien débrief que je vous ai adressé. Merci. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Si je